On imagine parfois l'histoire comme un grand livre, bien propre, bien rangé. Mais en fait, c'est plutôt un livre avec plein de pages arrachées, non? Oui, exactement. Des récits effacés, des savoirs perdus pour toujours. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est l'exemple qu'on cite tout le temps, mais c'est loin d'être le seul. Ah non, loin de là. Aujourd'hui, on va explorer un peu ça, cette fragilité de notre mémoire collective. On a regardé pas mal de sources, des articles sur la recherche sans source primaire, des listes d'archives disparues, des réflexions sur cette perte. Et aussi sur les défis de la préservation, que ce soit hier ou aujourd'hui avec le numérique. Voilà. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux pourquoi et comment l'histoire disparaît. Qu'est-ce que ça implique pour nous, en fait? Sagesse, fuite, anéantie. Les fleuves noirs d'encre des livres jetés, c'est l'image classique. Ouh, les codex Maya. Exactement. L'évêque de Landa, au XVIe siècle, qui brûle tout. Il raconte même la grande affliction des Mayas. On imagine le choc culturel, la perte d'identité. C'est terrible. Et ce n'est pas que les conquêtes militaires, l'idéologie joue aussi un rôle énorme. Tout à fait. Les nazis qui brûlent l'Institut de recherche sexuelle à Berlin en 1933, ou les autodafés en Chine ancienne sous Qin Shi Huangdi, La révolution culturelle aussi, plus récemment. la Royal Navy. Oui, dégerber. C'est quoi ce terme? C'est le jargon des archivistes. Ça veut dire trier, éliminer ce qui est jugé inutile ou Gênant. gênant. L'article suggère que des documents sur des sujets sensibles, comme l'homosexualité par exemple, auraient pu être retirés pour effacer des traces. C'est une forme de censure, mais après coup, quoi. D'accord. Ça, c'est la suppression volontaire, mais il y a aussi la simple négligence. Ah ben oui. L'exemple des archives canadiennes sur les pêches et océans, en 2014, c'est frappant. Échec de numérisation, résultat, 95% des documents perdus. C'est énorme. 95%. C'est fou. Donc on a la destruction volontaire, la négligence, et puis les accidents, le hasard pur. Le feu, évidemment. Le grand classique. Alexandrie, on en parle toujours, même si les causes exactes sont débattues. Mais plus près de nous, le coffre-fort de la Fox Film en 1937. Ah oui, avec les pellicules en nitrate. Exactement. Extrêmement inflammable. La majorité de leurs films muets sont partis en fumée. Et on a eu aussi l'incendie du Musée national du Brésil en 2018, une catastrophe. Ou les archives d'Universal Music en 2008. Et les catastrophes naturelles. Ça peut rayer des civilisations entières de la carte. Bien sûr. On pense à la civilisation de l'Indus, peut-être victime de sécheresse, les Anasazi dans le sud-ouest américain, l'effondrement écologique sur l'île de Pâques, ou même les Vikings du Groenland face au changement climatique de l'époque. Et aujourd'hui, on a un nouveau problème, la technologie elle-même. Le numérique, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Nos supports, nos logiciels, tout ça devient obsolète à une vitesse folle. C'est ce que disait une des sources, la Digital Preservation Coalition. Conserver le numérique, c'est pas juste faire une sauvegarde. Non, pas du tout. C'est un travail actif, constant. Il faut migrer les données, changer les formats, s'assurer que ça reste lisible dans 10, 20, 50 ans. Sinon, ça devient une sorte de boîte noire illisible. Sans parler des erreurs humaines. Le coup de MySpace qui efface des millions de chansons par accident en 2019. Oups! Voilà. Donc, les causes sont vraiment multiples. Et l'impact, ce qu'on perd concrètement, ça donne le vertige. Sappho, la poétesse grecque, on sait qu'elle a écrit énormément, genre 9 volumes. Il reste quoi? À peine des fragments, moins de 70 vers complets, une voix féminine unique de l'Antiquité, quasiment réduite au silence. Échille, le dramaturge grec, plus de 80 pièces perdues sur peut-être 90 écrites. L'encyclopédie Yongle en Chine, 11 000 volumes à l'origine, Il en reste à peine 400 aujourd'hui, soit 3%. 3%. C'est inimaginable. Et des savants comme Ibn al-Haytham, le père de l'optique moderne. Plus de 200 traités écrits, moins de 60 retrouvés. Et le truc, c'est que souvent, ce qui est perdu en histoire, en littérature, en art, c'est perdu pour de bon. Irréplaçable. Oui, une source soulignait ça. Une découverte scientifique peut être refaite, en théorie. Mais un poème perdu, une chronique effacée, c'est un bout de l'expérience humaine qui s'évanouit. C'est fini. Pense aux écritures qu'on n'arrive pas à déchiffrer, comme celle de l'Indus, ou aux quipus des Incas, ces cordelettes à l'œuf. On sait que c'était un système complexe d'enregistrement, mais on a perdu une grande partie de la clé de lecture. Alors, face à tous ces trous, ces silences, comment font les historiens? Quand les sources directes manquent, comme pour l'histoire de la Royal Navy dont on parlait, Ils deviennent des enquêteurs, des détectives, quoi. L'historien cité dans l'article de Loop et Blog, il a dû aller fouiller dans les papiers personnels de Churchill, de Mountbatten. ah oui, Oui, pour trouver des indices sur les sujets effacés des archives officielles.
Il a dû recouper des circulaires, des mémos, des registres annexes. C'est un travail de fourmi, très ingénieux, pour essayer de combler des vides. Ça montre bien l'importance de l'archivage en soi. C'est pas une invention récente d'ailleurs. Ah non, pas du tout, hein. Dès l'Antiquité, en Grèce, il y avait le Métréan à Athènes. À Rome, le temple de Saturne abritait les archives publiques. Justinien a ordonné la compilation du droit romain. Les monastères au Moyen-Âge aussi, qui copiaient et conservaient des manuscrits. Exactement. Puis le développement des archives nationales en France, en Angleterre, etc. L'idée de conserver une mémoire collective, pour l'administration, pour la preuve, pour l'héritage culturel, c'est une préoccupation ancienne. C'est essentiel pour l'identité, la recherche et même la redevabilité du pouvoir. Et le numérique alors? Solution miracle ou nouveau casse-tête? On a un peu abordé ça. Les deux, clairement. D'un côté, ça démocratise l'accès, ça permet de protéger les originaux fragiles. C'est génial. Mais Mais de l'autre, ça pose cet énorme défi de la préservation numérique. Comme je disais, c'est pas juste stocker. Il faut gérer l'obsolescence, s'assurer de la pérennité. Et surtout préserver le contexte. Un fichier numérique isolé de son application d'origine, de ses métadonnées, ça perd une partie de son sens. c'est vrai, tout ça nous remène à cette idée de fragilité. J'ai lu quelque part cette référence à Thomas Brown et son Museum Clausum, son musée imaginaire des œuvres perdues. C'est une belle métaphore de cette mélancolie face à tout ce qu'on ignore, tout ce qui a disparu. Absolument. Et ça pose une question pour notre propre époque, non? Tout ce qu'on produit aujourd'hui, en numérique surtout, mais aussi physiquement, qu'est-ce qui sera encore accessible, compréhensible, dans 100 ou 200 ans? Quelles seront les ombres de notre présent pour les historiens du futur? Est-ce que nos tweets, nos posts Instagram, nos gigaoctets de données leur parleront? Ou est-ce que ce sera juste du bruit, ou pire, des données illisibles? Peut-être que la vraie question au final, c'est pas seulement comment on sauvegarde, mais quoi et pourquoi? Est-ce qu'on doit juste garder la donnée brute? Ou est-ce qu'il faut aussi préserver le contexte, le sens, et peut-être même les traces de ce qui a été effacé volontairement? Bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire perdu, au fond, si des fragments, des échos, des influences subsistent malgré tout? C'est complexe. Une question à méditer. La mémoire est décidément une chose bien étrange et fragile.